Il est bientôt 22h30, notre édition spéciale se poursuit. Vous l'avez vécu en direct sur BFM TV, c'est un événement historique. Pour la première fois, une société privée a lancé 2 astronautes de la NASA dans l'espace. Décollage réussi pour la fusée SpaceX. Les 2 astronautes sont donc en route pour l'ISS. Les images, toutes les images et l'analyse avec mes invités en plateau dans un instant. Dans l'actualité ce soir, il y a aussi ce parfum de liberté retrouvé ce week-end. Les parcs et les jardins ont rouvert partout. Les bars et restaurants se préparent à accueillir leurs clients à partir de mardi. Les Galeries Lafayette ont aussi relevé le rideau ce samedi à Paris. On ira aux États-Unis dans cette édition. La colère gronde toujours après la mort d'un Afro-Américain aux mains de la police à Minneapolis. Les nuits de manifestations et d'émeutes se multiplient, ont même gagné plusieurs grandes villes américaines la nuit dernière. 2500 hommes de la garde nationale du Minnesota sont mobilisés pour tenter de ramener le calme. Nous serons sur place avec notre envoyé spécial Cédric Fesch. Il était 21h22 en France quand la fusée SpaceX a décollé de Cap Canaveral en Floride. Premier vol habité confié à une entreprise privée avec à bord 2 astronautes américains de la NASA. Événement historique que vous avez vécu avec nous en direct sur BFM TV. Les images. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... 0. Allumage. Décollage de la Falcon 9 et de l'équipage du Crew Dragon. Et voici une nouvelle ère des vols spatiaux américains et une nouvelle génération qui continue le rêve. 20 secondes après le décollage et tous les voyants sont au vert. T plus 30 secondes après le décollage, l'équipage du Crew Dragon et de la Falcon 9 est lancé. Falcon power telemetry nominal. M1D throttle down. We're throttling down. On réduit la poussée pour se préparer à la période de pression maximale. We're in the throttle bucket. Tous les systèmes sont au vert. Et avec moi en plateau, Jean-François Clairvoy, astronaute et fondateur d'Air0G. Philippe Wilkens est toujours aussi avec nous, directeur de la communication de l'ESA, l'Agence spatiale européenne. Rachel Villain, consultante associée chez Euroconsult. Et puis Patrick Martin-Jeunier nous a rejoint, spécialiste des questions européennes et internationales. Un mot d'abord, Jean-François Clairvoy, parce que vous étiez particulièrement ému en voyant ces images qui marquent l'histoire. Oui, tout d'abord parce que je sais très bien ce qu'ils vivent et je me mets à leur place et je pense à ce mélange de concentration, d'excitation. On peut être très concentré tout en étant excité, ce qui ne veut pas dire être angoissé ou paniqué, mais et aussi la fierté, parce que on leur confie une tâche immense. C'est un tout nouveau vaisseau, donc en tant que pionnier, explorateur, c'est toujours intéressant de tester quelque chose de nouveau. Et puis, pour tout astronaute, un vol dans l'espace, c'est un vol dans l'espace. Je veux dire, vous proposez à n'importe quel astronaute un ticket pour aller dans l'espace, quel que soit le vaisseau, quelle que soit la mission, il part. Donc, il y a cette combinaison. Et en plus, c'est dans des conditions très nouvelles. C'est la NASA qui achète un service. Ils arrivent en Tesla, dans une combinaison très slick, très, très classe. La fusée, elle est très, très fine. Regardez, il n'y a pas comme Saturne V, c'est une très, très belle fusée. Le premier étage se repose. Et je me mets à leur place. Leur dernier vol était dans la navette spatiale. Un cockpit avec 1000 interrupteurs, avec 8 écrans plats, où on est serré parce qu'il faut pouvoir atteindre chaque interrupteur depuis votre siège. Là, ils sont comme tous les deux au milieu d'un grand volume où il n'y a rien sur les parois. On est dans une nouvelle ère, Rachel Villain. Oui, franchement, c'est l'innovation introduite par SpaceX, cet accord avec la NASA il y a 10 ans. Qui vraiment est une rupture. Les Américains encore créent le New Space. Les investisseurs privés rejoignent ce mouvement. Et donc, toute cette vague d'innovation, non seulement dans les fusées, dans le vol habité, mais également dans les applications des satellites aussi. Philippe Wilkens, quel est le moment, parce qu'on vit ce moment depuis 21h22, quel est le moment dans ce décollage qui a duré évidemment plusieurs minutes, qui vous a particulièrement marqué, touché?
Alors on regarde toujours évidemment les premières secondes où les 9 moteurs Merlin donnent leur puissance à 845 kN, donc pendant toute cette phase de poussée maximale sur la première minute de vol. Mais pour moi, ce qui me paraissait le plus intéressant, c'est l'injection de la capsule. C'est au moment où elle se sépare du lanceur pour prendre sa destination vers la station spatiale internationale. Je compare un peu ce moment historique aujourd'hui à ce que nous avons vécu le 12 avril 1980 lors du premier vol de la navette spatiale. On a créé finalement, grâce à la navette, un engouement pour une coopération internationale inédite. C'est ce qui nous a permis de créer l'ISS. Et là, on va continuer à alimenter l'ISS en volabilité jusqu'en 2030. Donc c'est un moment extraordinaire qu'on vit. On va aller aux États-Unis pour retrouver Jean-Bernard Cadier. Un décollage, Jean-Bernard, qui s'est effectué sous les yeux du président Donald Trump, également du vice-président des États-Unis. Il a tenu à venir, Donald Trump, il a tenu à revenir, puisqu'il était déjà venu mercredi. Il avait déjà fait le voyage exprès de Washington à la Floride pour assister à ce qui avait été un lancement retardé. Il refait le voyage aujourd'hui, donc il va repartir de Floride pour revenir à Washington ce soir. Il a tenu à y assister parce que, dit-il, notre pays traverse une période difficile avec cette épreuve de la pandémie, et je pensais qu'il était important que je sois là pour montrer l'avenir, pour montrer l'espoir. Pour Donald Trump, c'est effectivement un moment important pour, en quelque sorte, remonter un peu le moral à des Américains qui en ont grand besoin. Cette semaine, on a appris que la pandémie avait tué 100 000 personnes ici aux États-Unis. Ce week-end, il y a des émeutes raciales dans plusieurs villes américaines après la mort d'un Noir tué par la police lundi dernier. Donald Trump est en difficulté au plan politique, les Américains sont en difficulté au plan de la société américaine. C'est un moment bienvenu pour eux. D'ailleurs, le vice-président Joe Biden, l'ancien vice-président, qui est candidat pour devenir président en novembre prochain, a lui aussi fait un communiqué pour féliciter la NASA et SpaceX. C'est toute l'Amérique, de l'opposition, de la majorité, qui saisit l'importance de ce moment, le retour de l'Amérique dans la conquête spatiale. En gros, il y a eu 3 grandes périodes. Il y a eu la période Apollo, il y a eu la période des navettes, qui s'est arrêtée il y a 10 ans. Depuis 10 ans, il n'y avait pratiquement rien, ou en tout cas pas de vol habité américain. Et pour la première fois, des astronautes américains montent dans une fusée américaine qui reprend le chemin de l'espace avec une configuration économico-politique nouvelle d'une alliance entre le public et le privé. Le public, c'est la NASA qui jusqu'à présent dirigeait l'ensemble des programmes spatiaux. Mais Barack Obama a voulu en 2009 introduire un peu de privé, un peu d'économie mixte dans tout ça. Il a mis en compétition Elon Musk, SpaceX, il a mis en compétition Boeing, en disant en gros que le meilleur gagne, et puis celui qui sera le meilleur enverra les premiers astronautes américains dans une fusée américaine. Boeing a eu des problèmes de fusée, des problèmes de capsule. C'est Elon Musk, c'est SpaceX qui a gagné cette mini-compétition, et c'est donc comme ça que cette fusée a pu être lancée, cette fusée publique-privée a pu être lancée avec succès il y a quelques minutes. Merci beaucoup Jean-Bernard Cadier. D'ailleurs, en parlant d'Elon Musk, Patrick, on imagine aussi sa joie. C'est pour lui un rêve d'enfant, ce qui se passe tout de suite. C'est sans doute un rêve d'enfant. On s'aperçoit, et Jean-Bernard Cadier vient de le dire, votre correspondant, que c'est une véritable lutte commerciale. Ouais. C'est une réussite technologique, mais bien évidemment, vous l'avez dit, c'est une réussite commerciale, car c'est un rêve d'enfance, mais il a aussi des ambitions d'ordre commercial. Que je sache, il est également en compétition avec Boeing, par exemple, donc il y a d'autres compétiteurs privés. Ça a été dit, il y a une association entre le public et le privé. L'objectif des États-Unis, c'est bien de revenir dans l'espace, sur le devant de la scène, mais avec des entreprises très importante. Et d'ailleurs, ce n'est pas du tout gratuit avec Elon Musk parce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a des milliers de satellites. Je crois même qu'il y a de l'ordre de... En 2019, il y avait 1400 satellites en orbite terrestre basse, ce qui veut dire que c'est devenu une véritable conurbation. Et ce que souhaite Elon Musk à la tête de SpaceX et de son entreprise, c'est relancer plus de 40 000 satellites pour le Internet à haut débit. Ce qui veut dire qu'effectivement, il y a une véritable
véritable lutte commerciale, il y a une lutte stratégique entre les puissances, mais c'est bien aussi une compétition entre les groupes privés qui s'instaure aujourd'hui pour la conquête de l'espace. Et ça a été rappelé, une législation américaine qui va permettre d'explorer les matières premières dans l'espace, ce qui quelque part peut être aussi une source d'inquiétude, car vous savez que le droit international, avec le traité de 67, interdit l'appropriation privée de toutes les matières de l'espace. Ces deux astronautes américains qui ont pris la direction de la Station spatiale internationale, il leur reste à peu près 17 heures de vol. L'ISS, c'est à 400 km de la Terre. Que vont-ils faire sur place, Philippe ? Alors l'ISS est un merveilleux laboratoire dans lequel se trouvent aujourd'hui 3 astronautes. Donc ils vont venir en complément de cet équipage. Ils vont leur donner un coup de main simplement, puisque ça fait depuis 2000 ans que cette station est habitée en permanence et qu'elle peut avoir jusque 6 astronautes comme équipage. Il y a de multiples expériences qui se déroulent et donc ce travail il nécessite de temps en temps d'avoir l'apport de ces astronautes supplémentaires qui viennent lors de ces incréments de 6 mois. Donc ils auront un plan de charge très copieux et aussi toute la préparation du retour et la préparation donc de cette démo qui va se conclure au moment du dernier toucher de l'océan. Donc, comment on se prépare à une mission aussi exceptionnelle, Jean-François ? Alors, dans le cadre de préparation d'une toute nouvelle mission, donc un vaisseau qui va voler pour la première fois, on intègre très en amont l'équipage qui va voler. Donc 5 ans, ils ont été nommés il y a 5 ans. Ça leur permet de s'approprier le vaisseau. Vous savez, la première fois que vous voyez un vaisseau spatial, vous ne connaissez rien, c'est un peu un ennemi, il va vous exposer au danger. Mais quand vous finissez par le connaître jusqu'au moindre boulon, c'est votre ami qui va vous protéger de l'extérieur. Vous parlez d'amis d'ailleurs, ce sont 2 amis, ces 2 astronautes américains à bord de la NASA. Oui, ils se connaissent, ils sont de la même promotion, donc de la promotion, le groupe 18 de 2000, donc ils sont astronautes depuis 10 ans, et ils s'entraînent ensemble depuis 5 ans, et ils ont suivi le processus chez l'industriel, comment ils ont conçu et fabriqué le vaisseau. Ils ont participé au choix d'interface. Où est-ce qu'on met telle fonction importante, telle autre. Il y a certains choix, d'ailleurs, ils ne voulaient pas se les approprier tout seuls. Donc parfois, ils ont consulté leurs collègues à Houston pour leur demander qu'est-ce que vous préférez là ou là pour mettre telle fonction, par exemple. Ils ont à bord une possibilité de décider eux-mêmes de s'éjecter de la fusée. Ce que n'ont pas les Russes sur le Soyouz. La capsule Soyouz peut être éjectée soit par automatisme décidé par le lanceur, soit par une commande envoyée depuis le sol. Mais on ne leur donne pas de poignée pour s'éjecter eux-mêmes. Mais là, dans ce vaisseau, il y a une poignée. Bon, où la mettre ? Sous quel format ? Tout ça sont des choix très importants pour les astronautes. Donc, ils ont été intégrés dans le développement de la capsule très tôt. Donc, au moment où ils partent, ils sont chez eux. Voilà. Et c'est comme ça qu'on prépare aussi des pilotes d'essai à faire des premiers vols d'essai. Je pense à Airbus, je pense au Rafale de Dassault. J'ai plusieurs astronautes pilotes d'essai et tous me racontent. Ils sont intégrés très tôt dans le programme. Voilà, c'est très important. Philippe, je voudrais juste vous entendre sur les images qu'on voit là en direct, qui sont des images fournies par la NASA, parce qu'elles sont absolument exceptionnelles. C'est si beau vu d'en haut. Alors oui, là, donc vous êtes à 450 km d'altitude, vous tournez à 28 000 km à l'heure, vous faites le tour de la Terre en 90 minutes. C'est un pan de l'ISS qu'on voit sur... C'est effectivement, vous avez je pense que c'est un des panneaux solaires que vous voyez. Moi, je ne vois pas très bien sur le côté, mais effectivement, on ne voit pas grand-chose de l'ISS, on est plutôt à l'arrière. Donc, les belles images que vous voyez sont essentiellement en provenance de la coupole. D'ailleurs, la coupole, pour la petite histoire, elle était amenée... Rappelez ce que c'est la coupole. Ah oui, la coupole, c'est une espèce de vitrine que vous avez qui permet de voir pratiquement... C'est une bulle, voilà, c'est une bulle transparente. Elle était amenée par STS 130 d'ailleurs. J'avais pris des notes et c'était lors du vol de Bob. Donc Bob avait amené la coupole. Et c'est une fourniture européenne. Bob, l'un des astronautes du coup à bord. Rachel Villain, quelles sont les perspectives? Si cette mission réussit, quelles perspectives est-ce que cela va ouvrir pour le Les perspectives, elles sont de 2 ordres. Elles sont avec l'activité qui va se continuer avec la NASA pour donc continuer à approvisionner la Station spatiale internationale. Mais il y a une autre dimension qui est la Lune. Donc SpaceX a déjà un contrat d'études pour aller déposer des hommes et du cargo en périphérie de la Lune et sur la Lune. Et puis il y a toute l'activité commerciale que SpaceX envisage
pour l'espace lointain, c'est-à-dire l'espace lointain au-delà de la Space Station, au-delà de la Station spatiale internationale, c'est-à-dire la Lune, c'est-à-dire envoyer des astronautes étrangers dans son propre lanceur, le Starship, qui a été testé hier, les envoyer sur la Lune ou même sur Mars. D'ailleurs, sur le Starship, il y a eu un petit incident hier. Oui, enfin un incident assez grave puisque c'est une explosion, mais ça fait partie du processus de test, puisque donc c'est le 4e véhicule de ce gros vaisseau spatial que développe SpaceX à destination donc de la Lune et de Mars. Voilà, on voit les images, Rachel Villain, justement, pour illustrer votre propos. Et donc, oui, c'était très impressionnant puisque c'est une explosion de carburant. Donc, effectivement, le module, le vaisseau est détruit. C'est le 4e véhicule de test. Mais ça traduit tout à fait le processus d'apprentissage de SpaceX. C'est-à-dire, on apprend à chaque fois de ses expériences. C'est la même chose dans sa constellation de satellites qu'il est en train de déployer. À chaque lancement d'une grappe de satellites, les satellites sont plus avancés, plus évolué, et donc on apprend en faisant, en fait. Et pour en arriver à l'événement qu'on a vécu ce soir, il y a eu des échecs avant? Il a appris de ses échecs, et d'ailleurs en fait on suit tous la même voie, on apprend de nos échecs. Avec Ariane 5, on a eu un échec au premier vol et on a appris pour finalement faire un des lanceurs les plus robustes au monde avec Ariane 5, et donc aussi le prédécesseur d'Ariane 6 qui va être et va bénéficier de toute cette expérience. Donc on apprend effectivement. Alors c'est le contraste ici avec des Américains, et en particulier avec Elon Musk, c'est la façon d'apprendre qui est différente. Nous, on aura tendance à voir le verre à moitié vide. Lui, il va le voir à moitié plein. C'est-à-dire que quand il a eu son échec de retour du premier étage sur la plateforme, il a eu une explosion absolument incroyable de son booster. Il a dit, booster explosé, d'accord, plateforme est en pleine forme. La plateforme a survécu. Donc, il voit les choses d'une manière différente. Mais il a depuis effectivement avancé énormément. Il a eu ses 3 premiers vols étaient des échecs de ses Falcon, et depuis il a avancé à grands pas. Alors on attend d'ailleurs avec impatience les premiers mots d'Elon Musk, qu'on n'a pas pour l'instant après cette première phase réussie. On va aller aux États-Unis. Jean-Bernard Cadier, vous êtes notre correspondant sur place. Ces images, on les a vécues nous ici en direct sur BFM TV. Les Américains aussi étaient devant leur écran. Certains avaient même fait le déplacement jusqu'en Floride. Oui, ils avaient fait le déplacement en Floride pour la 2e fois d'ailleurs, c'est-à-dire qu'ils étaient allés mercredi pour assister à ce lancement qui n'avait pas eu lieu à cause de la météo. Et effectivement, il y avait plusieurs milliers de personnes tout à l'heure sur les plages à proximité de Cape Canaveral, parce que c'est une tradition. Les Américains, soit des autres États, soit de la région, adorent venir voir le décollage des fusées, qui est toujours spectaculaire. Cette fois, il y avait un peu plus d'émotion que d'habitude, parce que c'est un événement national, un événement quasiment patriotique important pour les Américains, ce retour de l'Amérique au premier rang de la conquête de l'espace. Pourquoi retour? Parce que depuis 10 ans, les astronautes américains n'avaient plus de fusées américaines pour aller dans l'espace. Ils étaient obligés de monter à bord des fusées russes, ils étaient obligés d'apprendre le russe, ils étaient obligés de passer par Baïkonour pour aller rejoindre notamment la station spatiale internationale. Et là donc, pour la première fois, c'est une fusée américaine qui leur permettra de rejoindre la station internationale. Et pour la première fois, une fusée privée, et ça c'est très nouveau dans la conquête spatiale américaine, mais dans la conquête spatiale du monde entier, c'est une première mondiale, c'est une fusée privée qui a permis d'apporter les astronautes à la station internationale dans quelques heures. Merci beaucoup Jean-Bernard Cadier. Est-ce qu'on peut dire que les États-Unis ont marqué des points dans la bataille pour la conquête spatiale? Oui, manifestement, comme ça a été dit depuis un certain nombre d'années, il n'y avait rien. Et depuis Obama, on a passé le fameux Space Act, la législation, qui permet effectivement de lancer ce genre de vol privé. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est une concurrence très importante entre les États-Unis d'un côté, la Chine et l'Europe de l'autre. On voit bien qu'il s'agit là d'une concurrence entre entreprises privées. Vous savez qu'en France, on a l'Agence spatiale européenne, mais
faut savoir une chose, c'est que le budget de l'espace américain est 5 fois plus important que le budget de l'Agence spatiale européenne et le budget chinois 2,5 fois plus important, ce qui veut dire qu'il y a une concurrence entre les nations. Et ce qui est très important aujourd'hui pour le président américain, c'est de dire America First, nous sommes là. D'ailleurs, ce qui était tout à fait symptomatique, c'est qu'on a assisté à cette opération en direct depuis les studios de la NASA et on avait marqué America Launch, ce qui veut dire que c'est les États-Unis qui sont en premier lieu. C'est bien le retour des États-Unis, à supposer qu'ils l'aient abandonné un jour, mais un retour en force sur la scène spatiale qui montre bien qu'ils veulent être les premiers. Et d'ailleurs, le président américain a bien dit qu'il voulait qu'en 2024, un homme retourne sur la Lune et ça devra être un Américain. Et la Chine en est où, Rachel Villain? Une femme peut-être. Une Américaine. Une Américaine, je pense. Ouais. La Chine en est où? La Chine est sur un agenda un petit peu différent. La Chine, il faut qu'elle développe un gros lanceur. On n'est pas du tout dans cette logique de partenariat public-privé. Il y a beaucoup de petites sociétés privées qui s'intéressent au spatial en Chine, mais il y a toujours une suspicion que derrière, il y ait beaucoup de technologies et de savoir-faire et d'encadrement sous tutelle publique. Donc la Chine, pour le moment, elle a fait cette mission sur la face cachée de la Lune, qui est une mission innovatrice. Et pour le moment, elle travaille sur le développement d'une grosse fusée pour développer sa station spatiale, une grosse station spatiale qu'elle n'a pas. Donc pour exister avec une station spatiale chinoise, complètement chinoise, par rapport à la station spatiale internationale. Donc ça, c'est le premier agenda. L'agenda de la Lune, il vient après, mais c'est pas prioritaire. La dernière fois qu'on est allé sur la Lune? Dans 72, c'est ça? Décembre 72. Alors pourquoi on n'y est pas retourné avant? C'était une course à l'époque. Et les Américains ont gagné la course. Alors, Apollo 18, 19, 20 étaient prévus. Mais en même temps que les Américains prévoyaient de continuer à retourner vers la Lune, ils commençaient à développer la navette spatiale américaine, qui leur a coûté très vite tellement cher qu'ils ont dû arrêter prématurément le programme Apollo. Les Russes, ayant perdu la course à la Lune, ont commencé à développer les stations spatiales en orbite. Les Américains se sont dit, il faut qu'on ait notre propre station. Donc, ils ont développé le Skylab, une énorme station qui devait être remontée, rehaussée en termes d'altitude d'orbite, par le premier vol de la navette, qui elle-même a eu 3 ans de retard, ce qui fait que le Skylab est retombé dans l'atmosphère très vite et n'a pu abriter que 3 équipages. Donc on l'a arrêté parce qu'il n'y avait plus assez d'argent pour maintenir à la fois le programme lunaire en même temps qu'on développait une station spatiale et la navette spatiale, mais sans jamais avoir perdu l'idée qu'on y retournerait un jour. Et d'ailleurs, le plus grand programme lunaire jamais annoncé aux États-Unis, c'est le président Bush, en 2000, qui a lancé le programme Constellation, qui était une base habitée en permanence au pôle Sud, avec un très gros lanceur, avec le vaisseau Orion. Tout ça, c'était très ambitieux. Mais comme il n'avait encore rien lancé en 2008, quand le président Obama est arrivé, Obama a changé. Voilà. C'est intéressant ce que vous dites par rapport aux arbitrages et le fait de s'engager dans des programmes ambitieux simultanés. SpaceX est un peu dans la même logique actuellement parce qu'il a 3 grandes lignes de programmes très importantes. Et comment va-t-il faire pour financer, à la différence d'Amazon qui, lui, n'a pas à aller chercher de l'argent public, de l'argent privé, d'investisseurs privés. SpaceX, lui, il doit lever de l'argent sur le marché privé et il l'a fait auprès de Google et d'autres investisseurs privés. Et donc SpaceX, il a trois lignes de programme. On a la ligne de programme du Starship, donc ce gros vaisseau pour aller sur la Lune et sur Mars. On a ces programmes martiens qui sont encore un petit peu dans la nébuleuse. Et puis on a la constellation de petits satellites qui s'appelle Starlink, qui va faire concurrence à celle d'Amazon qui s'appelle Kuiper. Donc là, on a 2 mastodontes, 2 millionnaires spatiaux qui s'affrontent pour lancer un total de satellites. Vous avez parlé de 40 000, c'est la demande qui a été faite à l'administration américaine. Vraisemblablement, il n'y aura pas 40 000 satellites de lancer, non seulement parce que ça pose des problèmes de débris. Ils ont déjà 12 000 d'autorisation. Et d'encombrement de l'orbite. Après, quel est le business model pour faire vivre 12 000 satellites? C'est une autre question. Et on poursuivra ce débat dans un instant, dans 10 minutes exactement. On reverra ces images absolument historiques de la soirée, ce premier vol habité de SpaceX avec ces 2 astronautes de la NASA qui sont en route pour la Station spatiale internationale. Premier vol habité confié à une société privée. L'actualité, c'est aussi en France avec la joie de se retrouver. C'est ce que partagent encore ce soir de nombreux Français. On va retrouver Elise Phillips qui est à Paris à 3 jours de l'autorisation officielle. Certains restaurants ont pris un petit peu d'avance sur la réouverture des terrasses.